Le drink, vous l'avez, le parasol, vous l'avez, les écouteurs, c'est fait, les coussins, votre salle est à off. Qu'est-ce qui pourrait bien vous manquer? Mais oui, suis-je bête? Un livre audio, mais ça tombe bien, j'en ai plein à vous proposer durant cette émission des livres plein les oreilles, en vacances. Alors cette semaine, en première partie de cette émission, d'abord bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sailly au micro, et merci d'ores et déjà à tous ceux qui relaient cette émission. Je vois que c'est déjà ou presque sur le web en ce qui concerne l'émission que j'avais enregistrée il y a 2 semaines. Ça roule, vous savez que maintenant on peut même nous écouter sur YouTube. Oh là là, qu'est-ce que je suis fier. Donc c'est vraiment facile. C'est avant on disait où est-ce que je peux écouter ton émission? Partout les chéris, partout. Vous faites des livres plein les oreilles et vous avez 5 ou 6 possibilités. Et ou encore via Canal M qui produit cette émission, via votre télévision ou encore via CKVL qui la relaie à chaque semaine. Alors en première partie aujourd'hui, cette semaine devrais-je dire, Le Survenant. Un classique québécois bien sûr, lu par Louise Latraverse, je vais le dire. Ça ne se refuse pas plus d'ailleurs que ce classique contemporain qui est La somme de nos vies, un livre audio que les jeunes aussi... Ah oui, ça c'est vrai, oui, un autre bouquin, un livre audio que les jeunes pourront dévorer comme je l'ai dévoré quand j'étais gamine et comme je sais bon nombre de personnes de ma génération l'ont dévoré, c'est Sans famille. Un bouquin, non mais c'est vrai, c'est en audio, il y a même 2 versions maintenant. Mettez ça entre les oreilles de vos jeunes quand ils savent pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, c'est en vacances. Et ben voilà, t'as qu'à écouter Sans famille, tu vas voir, c'est absolument charmant. Il y a aussi, un bouquin pour faire rire à tous les âges, un bouquin qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid. Et puis, il y aura peut-être aussi un polar si on a le temps. En seconde partie, Gérald de Cousineau a lu, plutôt écouté pour nous, Harlem Quatuor. Et pour finir cette série d'été avant les vacances, je vais vous emmener en Italie, à Naples plus précisément, avec Elena Ferrante. Si par hasard, vous n'aviez pas lu sa trilogie napolitaine, eh bien, c'est à lire idéalement en vacances également, ainsi d'ailleurs qu'une nouveauté au titre tellement estival de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Alors le feel good, comme mes amis européens appellent ça maintenant, vous savez, le bouquin qui se lit facilement ou qui s'écoute facilement. J'ai choisi pour vous à écouter cet été La somme de nos vies. La somme de nos vies, c'est de Sophie Astrabi, c'est lu chez Écoutez Lire, donc ça c'est la collection de livres audio chez Gallimard, c'est lu par Audrey Bodbol. De quoi s'agit-il? D'une jeune fille, Camille, qui est une jeune fleuriste qui visite des appartements, d'ailleurs ça va être ce qu'on va entendre dans l'extrait, alors qu'elle n'a aucune intention d'acheter, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Refrain connu. Et puis finalement elle va en trouver un, et de l'autre côté de la rue, il y a une femme de 87 ans qui, elle, met en vente son appartement, et alors qu'elle s'était jurée de ne jamais le quitter. Et ce livre est la rencontre entre la jeunesse et le crépuscule, entre l'aube, je dirais, et le crépuscule de la vie. 3 solitudes et une grande ville, a écrit une lectrice de Babelio, et plein de jolis sentiments racontés de façon très fine et très sensible par Sophie Astrabi, qui sait saisir les émotions à la perfection. L'air de rien, ce roman dit plein de choses graves, mais de façon légère. C'est un roman intelligent, délicat, tendre et poétique. Un roman d'été, quoi. Comme elle ne gagnait pas 3 fois le montant du loyer, elle avait demandé à Jérôme s'il pouvait l'aider, et il avait accepté, sans trop poser de questions. Cela faisait 3 ans que tous les mardis, accompagné d'un petit groupe d'une dizaine de personnes, ils couraient ensemble dans les rues de Paris, et même s'ils ne parlaient pas beaucoup, Camille s'entendait plutôt bien avec lui. En tout cas, suffisamment pour qu'il accepte de faire le conjoint fictif le temps d'une recherche d'appartement. D'un air concentré, le propriétaire avait commencé à parcourir, une à une, chaque page du dossier. Camille n'en était pas étonnée.
Dès les premières secondes de leur rencontre, cet homme lui avait semblé extrêmement rigoureux. Quand elle lui avait serré la main, elle l'avait imaginé assis à son bureau, en train de ranger ses crayons aux mines soigneusement taillées, dans un ordre très précis. Elle était persuadée qu'il était de ceux qui laissent une distance parfaitement égale entre chacun de ses stylos une fois posés sur la table. Comptable, sans doute. Comptable, champion d'échecs, avec un insectarium dans une pièce dédiée. « Je regarde ça au calme et reviens vers vous rapidement. » Il leva la tête et plongea son regard dans celui de Camille, comme pour tenter d'y déceler son degré d'honnêteté. Tout à coup, une grande fatigue sembla s'abattre sur lui, et son âge prit une dizaine. Il poussa un long soupir, tapota le bas du dossier sur la table du salon pour remettre les feuilles en place. « En fait, c'est bon pour moi, mademoiselle, j'accepte votre dossier. » D'un geste rapide, il sortit plusieurs documents de sa sacoche. « Voici le bail. Prenez-le ce soir, lisez-le avec votre conjoint et nous pourrons le signer dès la semaine prochaine. C'est d'accord ? Entre-temps, je vous laisse vous occuper de l'assurance habitation. » Du bout des doigts, Camille attrapa les feuilles que lui tendait son futur propriétaire pour les fourrer dans son sac, mais dans une réaction sèche, celui-ci retint son geste. Il ferma les yeux une seconde avant de finalement desserrer la pression de ses doigts. Il prit alors la direction de la porte d'un pas décidé, sans se retourner. Une fois sortie de l'immeuble, Camille lui avait à nouveau serré la main, puis elle était partie sur la droite parce qu'il avait tourné à gauche. Au bout de quelques mètres, elle avait poussé la porte d'un bar qui se trouvait sur sa route et s'était assise au comptoir pour commander un verre de vin blanc. Camille avait pris une gorgée et, à mesure que le liquide frais réchauffait l'intérieur de son corps, elle avait senti ses muscles se détendre. Elle avait désormais un appartement qu'elle occuperait seule, un salaire qui, pour la première fois de sa vie, lui permettait de subvenir modestement à ses besoins et un travail qui lui plaisait. À la deuxième gorgée, Camille se sentit légèrement ivre, mais surtout intensément libre. Marguerite. Marguerite regarde par la fenêtre de son appartement. Elle aime observer ce qu'il se passe en face de chez elle, toutes ces promesses de vie, ces milliers d'histoires qui se jouent sous les toits en zinc de la capitale. Elle habite au 6e étage d'un immeuble parisien situé dans le 11e arrondissement, et chaque matin, elle contemple la vue qui s'offre à elle comme s'il s'agissait de la première fois. Elle n'a jamais observé 2 fois la même lumière se poser sur les bâtiments de la rue d'en face. Paris coule dans ses veines depuis sa plus tendre enfance et elle ne s'imagine pas vivre ailleurs, sans doute parce qu'elle ne l'a jamais fait. Elle sait très bien qu'elle est une fille de la ville et qu'elle ne survivrait pas une journée à la rudesse de la vie de la campagne. Pour d'autres, c'est l'inverse. Pour elle, c'est comme ça. Certains croient en la nature, elle, c'est en l'humain, malgré tout. Elle est presque née dans cet appartement. En tout cas, c'est ici, entre ces murs, qu'elle a grandi et qu'elle s'est construite, année après année. Elle a vu les arbres au pied de son immeuble se vêtir des couleurs de l'automne, un nombre incalculable de fois, et la rue qu'elle arpente chaque jour détient les souvenirs de ses pas d'enfant, de jeune fille et de femme. À son âge, Marguerite prend toujours le métro. Malgré les marches, malgré les interminables correspondances, malgré le monde, elle ne peut pas abandonner cette odeur. Pour elle, c'est le parfum de Paris, et chaque station a la sienne. Elle pourrait deviner si elle traverse un quartier de bureau, un quartier populaire ou un quartier touristique, les yeux fermés. La voix d'Audrey Bodbol lisant ce livre de Sophie Astrabi, La somme de nos vies. Tiens, un bouquin pour faire rigoler les ados, les jeunes adultes, mais aussi les adultes. Je vous assure que vraiment ça vaut le coup. Ça s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid. C'est né de la plume d'une humoriste belge qui s'appelle Fanny Ruet. Et c'est d'ailleurs elle qui lit son bouquin. Là encore, ça a été édité par Gallimard, la collection Écoutez lire. J'ai lu ceci en tant que résumé.
Vous tenez entre les mains, donc entre les oreilles, l'irrésistible roman de Fanny Ruet. Oui, il parle de dépression, de rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux, de crises existentielles et d'alcoolisme mondain. Il nous embarque dans une intrigue à couper le souffle et évidemment la fin va vous surprendre. Oui, c'est un livre truffé de blagues, contrairement à cette présentation, son éditeur ayant beaucoup moins d'humour que son autrice. Alors, vous allez verser quelques larmes, mais surtout vous allez rire, beaucoup rire. Et ça, c'est rare en littérature, non ? Une lectrice chez Babelio a écrit « Bien sûr que Les poissons ont froid ne sera sans doute pas le livre du siècle ». D'ailleurs, ce billet-là non plus, mais bon sang que cette lecture jubilatoire m'a fait un bien fou. Extrait de « Bien sûr que les poissons ont froid ». Le concert bat son plein quand j'arrive. La performance est étrangement intense vu le contexte, puisqu'il fait encore clair que la scène est minuscule et que parmi les 100 personnes du public, 80 sont là pour les bières locales et 18 sont des enfants. Et du coup, les 2 dernières, c'est Max et moi. Faut suivre un peu les gars, parce que là, le livre, il a commencé depuis même pas 5 minutes. Coiffés de leur casque anti-bruit, les gamins crapahutent au milieu de la foule comme des mouchettes sur des fruits trop mûrs. Malgré cette atmosphère de Club Med gentrifié, les musiciens ont l'air de faire le concert de leur vie et suent des litres par chanson. C'est à la fois beau et triste, cet effort surdimensionné pour un résultat aussi famélique. Maxime est à quelques mètres de la scène, hochant la tête à chaque coup de caisse claire. Je l'ai toujours trouvé très beau. Il a le teint mat et des cheveux noirs, assez courts pour avoir l'air propre, mais assez longs pour lui donner un physique de boyfriend Disney Channel. Je me fais souvent la réflexion que sa barbe, d'un demi-centimètre, est aussi régulière qu'une pelouse de golf, mais sans les petits drapeaux. On s'est rencontrés à un festival, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on peut autant se retrouver pour jouer au foot que pour parler de la Shoah. Il est probablement ce qui se rapproche le plus de mon idéal masculin, calme et doux, mais passionné. Par l'équipe de France, par l'histoire de l'Algérie, par la musique, par Xavier Dupont de Ligonnès, qu'à l'époque de son presque comeback en Écosse, nous appelions Xav, comme s'il faisait partie de notre famille, alors que clairement, pas un bon plan. On s'offre régulièrement des livres, mais quand on en parle ensemble après, j'ai souvent l'impression qu'on n'a pas vraiment lu le même texte. Max peut donner tellement de détails sur l'intrigue, le style ou les émotions ressenties. Cette précision me fascine. J'aimerais être capable de me concentrer sur quelque chose assez longtemps pour savoir ce que j'en pense. J'ai toujours eu ce fantasme idiot de faire partie de l'élite culturelle, celle qui aime les belles choses, celle qui, un verre de Montrachet à la main, sait expliquer clairement, avec précision et passion, pourquoi une œuvre est une œuvre. Sauf que non seulement j'ai dû googler vin cher pour découvrir l'existence du Montrachet, mais en plus je ne pense pas ressentir la moindre émotion de manière assez vive pour être capable de la décrire. Lorsqu'on me demande si j'ai aimé un film, je ne sais répondre que par oui ou non. Mon argumentaire s'arrête à « pendant 1h30, je me suis senti bien ou mal ». En général, je me débrouille pour obtenir l'avis de la personne en face, histoire de m'y greffer. Je ne sais pas exactement pourquoi je n'ai jamais d'avis, je manque sûrement de curiosité et d'observation. D'ailleurs, je suis tellement pas observatrice que l'autre jour, j'ai contacté plusieurs chauffagistes pour installer un thermostat. Et au bout de 2 devis, j'ai réalisé qu'il y en avait déjà un dont le boîtier trônait en plein milieu de la cuisine. Je me suis sentie bête, mais j'étais quand même contente parce que ça m'a donné l'impression d'avoir reçu un thermostat gratuit. Comme quoi, il n'y a pas de petite victoire pour les débilos. C'est assez fou de se connaître si mal. Mes émotions sont une sorte de bouillie homogène que j'ingurgite sans en distinguer le contenu. Quand j'étais enfant, je savais que j'aimais la soupe verte, mais pas la rouge. Et je me doutais bien que la rouge, c'était à la tomate. J'étais sûrement HPI, mais de ce qu'il pouvait bien y avoir dans la verte, ça, je n'en avais franchement rien à faire. Pour moi, elle n'était pas un mélange d'ingrédients distincts, mais une couleur. Et elle avait bon goût, cette couleur. C'est le même fonctionnement pour mes émotions. Je me demande souvent si les gens vivent les événements aussi intensément qu'ils le prétendent. Si ça se trouve, on fait tous semblant depuis le début, de peur de ne pas ressentir assez et de passer pour des sociopathes. On réagit peut-être de façon excessive à des futilités pour tenter de se convaincre qu'elles ont de l'importance. Parce que pour 90% des gens, la vie ne sera jamais qu'un enchaînement de choses banales. On se retrouve alors à juger profondément bouleversant un mauvais film pour ne pas admettre qu'on a perdu son temps à regarder une œuvre vraiment oubliable. Avant d'aller rejoindre Maxime près de la scène, je passe chercher des bières. J'en affonne une devant le bar pour me détendre et j'en emporte 2 autres. Max sourit en me voyant arriver de loin.
J'embrasse sa joue en terrain de golf et on regarde la suite du concert en sirotant nos bières et en roulant des cigarettes. Et honnêtement, je fais ça bien. Je crois que mes clopes sont mieux roulées que moi. Entre 2 chansons, il me demande comment je gère la rupture. Officieusement, c'est pas la joie. Je viens de bousiller ce qui s'apparentait le plus pour moi à une famille. Mais officiellement, oui, ça va. Je sais que je pourrais être sincère avec lui. Il est compréhensif et trouve toujours les bons mots, mais je sais pas. La rupture me semble encore trop fraîche pour pouvoir être mise en mots. Tout ce que je comprends, c'est que je me sens très seule, donc très nulle, donc même pas assez bien pour appeler mes amis et leur dire « Hey, on pourrait se voir ce soir parce que j'ai un peu mal au cœur ces temps-ci. » C'est vraiment fourbe la tristesse. Je trouve ça très sympathique, cette écriture très, très contemporaine et lue en plus par l'autrice, dont je vous rappelle le nom, Fanny Ruet, autrice et humoriste belge, et ça s'appelle bien sûr que les poissons ont froid. Bon, si on revenait chez nous, et si on y allait cette fois-ci, puisqu'on était dans le classique contemporain avec le classique tout court, je vous propose un extrait de Le Survenant, écrit par Germaine Guèvremont, et c'est lu par... Madame de l'Amour Chris elle-même, Louise Latraverse, qui nous lit ce célèbre roman qui, faut-il vous le rappeler, raconte l'arrivée d'un étranger. On est en automne, ça se passe c'est près de Sorel. Il arrive donc dans cette famille, d'ailleurs c'est dans la famille qu'on va l'appeler comme ça. Et il va complètement transformer, mine de rien, parce que quand il arrive, il ne paye pas de mine, mais il va complètement transformer la vie de cette petite communauté qui s'était toujours tenue très, très fermée par rapport au monde. Il est très habile, il fait connaissance du père d'Idas, il fait connaissance d'ailleurs avec plein de belles gens et plein de belles jeunes filles. Bien sûr, il y aura beaucoup d'amour là-dedans, mais c'est d'abord et avant tout un roman régionaliste. Et puis, souvenons-nous qu'il a été adapté pour le grand écran en 2005 par nul autre qu'Éric Canuel, qui vient de nous quitter jeune, très, très jeune. Alors, j'avais aussi envie de lui rendre hommage dans cette émission. Celui qui jouait le rôle du survenant dans le film réalisé par Éric Canuel, c'était Jean-Nicolas Véraud, un extrait lu par Louise Latraverse. Ici Louise Latraverse. Je vais vous lire Le Survenant de Germaine Guèvremont. Le roman a d'abord été publié aux éditions Beauchemin en 1945. Un soir d'automne, au chenal du Moine, comme les Beauchemins s'apprêtaient à souper, des coups à la porte les firent redresser. C'était un étranger de bonne taille, jeune d'âge, pacton au dos, qui demandait à manger. « Approche la table, approche sans gêne, survenant !» lui cria le père d'Idas. D'un simple signe de la tête, sans même un mot de gratitude, l'étranger accepta. Il dit seulement « Je vais toujours commencer par nettoyer le cochon. » Après avoir jeté son baluchon dans l'encoignure, il enleva sa chemise de laine à carreaux, rouge vif et vert, à laquelle manquait un bouton près de l'encolure et un autre non loin de la ceinture. Puis il fit jouer la pompe avec tant de force qu'elle geignit par 3 ou 4 fois et se mit à lancer l'eau hors de l'évier de fonte, sur le rond de tapis et même sur le plancher où des nœuds saillaient çà et là. Insouciant, l'homme éclata de rire. Mais nul autre ne songeait même à sourire. Encore moins Fondine, qui, mécontente du dégât, lui reprocha « Vous n'avez pas le tour ». Alors, par coup bref, saccadé, elle manœuvra si bien le bras de la pompe que le petit baquet déborda bientôt. De ses mains extraordinairement vivantes, l'étranger s'y baigna le visage, s'inonda le cou, aspergea sa chevelure, tandis que les regards s'acharnaient à suivre le moindre de ses mouvements. On eût dit qu'il apportait une vertu nouvelle à un geste pourtant familier à tous. Dès qu'il eut pris place à table, comme il attendait, Didas étonné le poussa. « Mais quoi c'est que t'attends, survenant? Serre-toi, on n'est toujours bien pas pour te servir. » L'homme se coupa une large portion de rôti chaud, tira à lui 4 patates brunes qu'il arrosa généreusement de sauce grasse et des yeux chercha le pain. Amable,
hâtivement, s'entaillait une tranche de 2 bons doigts d'épaisseur, sans s'inquiéter de ne pas déchirer la mie. Chacun de la tablée que la faim travaillait l'imita. Le vieux les observait à la dérobée, l'un après l'autre. Personne, cependant, ne semblait voir l'ombre de mépris qui, petit à petit, comme une brume d'automne, envahissait les traits de son visage austère. Quand vint son tour, lui, Didas, fils de Didas, qui avait le respect du pain, de sa main gauche prit doucement près de lui la miche rebondie, l'appuya contre sa poitrine demi-nue, encore moite des sueurs d'une longue journée de labour, et de la main droite, ayant raclé son couteau sur le bord de l'assiette jusqu'à ce que la lame brillât de propreté, tendrement, il se découpa un quignon de la grosseur du poing. Tête basse, les coudes hauts levés et la parole rare, sans plus se soucier du voisin, les 3 hommes du chenal, Didas, son fils, Amable Didas, et Beaublanc, le journalier, mangeaient de bel appétit. À pleine bouche, ils arrachaient jusqu'à la dernière parcelle de viande autour des os qu'ils déposaient sur la table. Parfois l'un s'interrompait pour lancer un reste à yeux ronds, le chien à l'œil larmoyant, mendiant d'un convive à l'autre. Ou bien un autre piquait une fourchetée de mie de pain qu'il sauçait dans un verre de sirop d'érable, au milieu de la table. Ou encore un troisième, du revers de la main, étanchait sur son menton la graisse qui coulait, tels 2 rigolets. Seule Alphonsine pignochait dans son assiette. Souvent, il lui fallait se lever pour verser un thé noir, épais comme de la mélasse. À l'encontre des hommes qui buvaient par lampées dans des tasses de faïence grossières d'un blanc crayeux, cru, et parfois aussi dans des bols qu'ils voulaient servis à la rasade, quelle qu'en fût la grandeur, la jeune femme aimait boire à petites gorgées dans une tasse de fantaisie qu'elle n'emplissait jamais jusqu'au bord. Après qu'il en eut avalé suffisamment, l'étranger consentit à dire « C'est un bon thé, mais c'est pas encore un vrai thé de chanquier. Parlez-moi d'un thé assez fort qui porte la hache sans misère. » Ce soir-là, ni le jour suivant qu'il passa au travail en compagnie des autres, l'étranger ne projeta de partir. À la fin de la relevée, Didas finit par lui demander « Resteras-tu longtemps avec nous autres? »« Quoi? Je resterai le temps qu'il faut. »« D'abord, dis-nous qui ton nom. D'où que tu sors? »« Mon nom? Vous m'en avez donné un, vous m'avez appelé Venant. »« On t'a pas appelé Venant, corrigea Didas, on a dit le survenant. »« Je vous questionne pas, reprit l'étranger, faites comme moi. J'aime la place, si vous voulez me donner à coucher, à manger, puis un temps soit plus de tabac par-dessus le marché, mais je resterai. Je vous demande rien de plus, pas même une tôle. Je vous servirai d'engager, puis appelez-moi comme vous voudrez. Quel bon choix que celui d'avoir choisi Louise Latraverse pour lire Germaine Guèvremont, extrait de Le Survenant. Si je vous dis, il était une fois un petit orphelin, du nom de Rémy, vendu à un saltimbanque, du nom de Vitalis, musicien des rues et montreur de chiens errants. Oui, ça vous dit quelque chose. Sans famille, peut-être. J'ai cru, comme tous les autres enfants, que j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait dans ses bras en me berçant si doucement que mes larmes s'arrêtaient d'elles-mêmes. Souvent, elle me chantait une chanson dont je retrouve encore aujourd'hui dans ma mémoire l'air et les paroles. Nous habitions Chavanon, qui est l'un des plus pauvres villages du centre de la France. Pauvre non pas par la paresse de ses habitants, au contraire, pauvre par la pauvreté du sol, où il y a plus de pierre que de terre. J'étais sur le seuil de la maison, occupé à casser une bourraie. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus en me regardant, l'homme me demanda si ce n'était pas là que demeurait la mère Barberin. Je lui dis d'entrer. Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut, et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui. « J'apportais des nouvelles de Paris, » dit-il. C'étaient là des paroles bien simples et qui déjà plus d'une fois avaient frappé nos oreilles,
mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots « Votre homme va bien, l'ouvrage marche ». « Ah, mon Dieu !» s'écria mère Barberin en joignant les mains. « Un malheur est arrivé à Jérôme. » « Eh bien, oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur. Votre homme a été blessé, voilà la vérité. Seulement, il n'est pas mort. Pourtant, il sera peut-être estropié. Pour le moment, il est à l'hôpital. J'ai été son voisin de lit et, comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous dire la chose en passant. » Mère Barberin, qui voulait en savoir plus long, pria l'homme de rester à souper. « Ah mon Dieu, il est arrivé malheur à Jérôme. » « Eh bien oui, confessa l'homme, les yeux baissés. C'est la vérité, il a eu un accident. Mais il ne faut pas vous retourner les sangs, il n'est pas mort, il est à l'hôpital et il reviendra. Seulement voilà, il pourrait bien en rester estropié. J'étais son voisin de lit à l'hôpital et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous prévenir en passant. Voilà. Il faut que je continue mon chemin, je ne peux pas m'arrêter, j'ai encore 3 lieues à faire et la nuit vient vite en cette saison. » Le temps passa. De temps à autre, il arrivait une lettre qui demandait toujours de l'argent. La dernière demandait instamment une certaine somme, disant que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache. Vendre la vache. Les citadins qui voient les vaches à la campagne trouvent qu'elles font bien dans le paysage, c'est tout. Ils ne se rendent pas compte de ce que cela représente, une vache, pour un paysan. Nous caressions la nôtre, nous lui parlions, elle nous comprenait, et de son côté, avec ses grands yeux ronds pleins de douceur, elle savait très bien nous faire entendre ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ressentait. Enfin, nous l'aimions et elle nous aimait, ce qui est tout dire. Pourtant, il fallut s'en séparer, car c'était seulement par la vente de la vache qu'on pouvait satisfaire Barberin. Il vint un marchand à la maison, et après avoir bien examiné la roussette, après avoir dit et répété 100 fois qu'elle ne lui convenait pas du tout, que c'était une vache de pauvres gens qu'il ne pourrait pas revendre, qu'elle n'avait pas de lait, qu'elle faisait du mauvais beurre, il avait fini par dire qu'il voulait bien la prendre, mais seulement par bonté d'âme et pour obliger mère Barberin qui était une brave femme. La pauvre roussette, comme si elle comprenait ce qui se passait, avait refusé de sortir de son étable et elle s'était mise à meugler. Je suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade Avec tous mes amis. Vous n'avez pas la berlue, il y avait bien 2 extraits différents du même livre Sans famille de Hector Malot. L'une des 2 voix était Élodie Hubert et l'autre était Lise Gervais. Voilà, un petit montage comme j'aime bien les faire. Vous choisirez la version que vous préférez. Élodie Hubert, ça date de 2016 et Lise Gervais, celui qui avait le meilleur son, date de 2022. Des livres plein les oreilles, seconde partie, toujours Clotilde Sey pour vous accompagner et bientôt dans quelques secondes Gérald Cousineau pour la dernière fois cette saison qui a lu pour nous cette brique immense qui va devenir à coup sûr un classique du genre. Du moins, il va nous le préciser, il va nous le confirmer ou pas, Harlem Quartet. Et puis, on va aller en Italie pour finir tout ça, à Naples notamment, retrouver ce duo d'amis qui a tant charmé le lectorat, Lila et Elena, de la série L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Et ce sera suivi d'une nouveauté très estivale, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Monsieur Cousineau, bonjour. Madame Clotilde, bonjour. Alors, cher ami, je ne vous ai pas fait un cadeau. Je vous ai collé entre les oreilles un 18 heures d'écoute. Ça ressemble quasiment à une pénitence imposée. Oh oui, mais remarquez, bon, mais ça vous a pris quoi, 2 jours? Vous vous êtes tapé oui, 102 jours? Mais, 2 jours. Mais je lis à mon rythme, mais encore oui. là, c'est une belle pénitence. C'est une belle pénitence. Alors oui, voilà, oui. alors on parle là de Harlem Quartet de James Baldwin. James Baldwin, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, il est né à Harlem en 1924 et il est mort en France, à Saint-Paul-de-Vence, en 1987. Parce que James Baldwin a déménagé en France en 1948.
il en avait marre du racisme ambiant. noir-blanc. Alors, il est allé s'installer en France. Il est revenu un peu après aux États-Unis, puis il est reparti et il est mort à Saint-Paul-de-Vence. Et Saint-Paul-de-Vence, c'est célèbre en France. Hein. On pense à tous les artistes qui sont passés par là, la bande à Prévert, par exemple. Oui, non, tout à fait. Ceux qui fuyaient la grisaille du Nord. Oui. Oui. Donc, M. Baldwin était un romancier, évidemment, essayiste, dramaturge, mais c'était aussi un militant des droits civiques. Il s'est coté à ça. Donc, le roman Harlem Quartet, si je me fie à la date que j'ai trouvée, parce qu'il y a beaucoup de dates dans la bibliographie de M. Baldwin, ces romans ont été souvent traduits et beaucoup publiés. Moi, je me suis servi de l'édition du livre publié en 2017 aux éditions Stock. Alors, ce livre-là, papier, fait 699 pages et un peu plus de 16 heures d'écoute. Mais il y en avait d'autres éditions du même livre et donc il a été quand même publié souvent. Il faut croire qu'il avait un public, tant mieux. Donc, 2017, et le roman semble avoir été publié à l'origine en 1979, donc aux États-Unis. Donc, il y a plus de 40 ans maintenant. Là. Alors donc, Harlem Quartet, nous sommes dans les années 50, à Harlem, justement, donc à New York, dans le quartier qui était à l'époque majoritairement habité par des... est-ce qu'on peut dire noirs ou on devrait dire... Parce qu'à l'époque, on ne disait pas afro. Non, mais oui. Moi, personnellement, oui, parce que, en tout cas, ça, ce serait un long débat, mais moi, personnellement, oui, j'appelle... Donc là, je rappelle le mot qu'on trouve dans le roman, donc noir. Et il y a autre chose, mais je ne le prononcerai pas là-bas. Donc, même si c'est comme ça que les Noirs, entre eux, s'appellent. Mais oui. Donc, nous avons là 4 adolescents de 2 familles différentes. Il y a une jeune fille, Julia, qui est une sorte de prêcheuse, elle est très jeune, une prêcheuse évangéliste prodige qui enflamme les foules. Vous avez Jimmy, son petit frère. Bon. Et dans une autre famille, vous avez Arthur, qui est un talentueux chanteur de gospel, qui va se promener beaucoup pour chanter, justement, et son frère Hal, son frère aîné, Hal, H-A-L-L, qui, lui, au moment où il raconte l'histoire, parce que c'est lui qui raconte cette histoire-là, au moment où il raconte cette histoire, au moment où ça commence, il s'apprête à partir en Corée, parce qu'évidemment, à l'époque, c'est la guerre de Corée, où sont enlisés les Américains. Donc, Monsieur Hall, le frère aîné de M. Arthur, c'est lui qui raconte l'histoire, mais il la raconte 30 ans après la mort d'Arthur. Or, l'extrait que nous avons, Clotilde, parle justement, et ça commence comme ça d'ailleurs, de ce coup dur dans la vie de Hall, la mort de son frère. Le soleil brillait ce matin-là, comme je n'ai jamais vu le soleil briller. On l'avait retrouvé gisant dans une mare de sang. Pourquoi dit-on une mare ? Une tempête, une violence, un prodige de sang, son sang, le sang de mon frère. Le sang de mon frère, le sang de mon frère, mon sang. Le sang de mon frère, mon sang. Le sang d'Arthur, imbibant la sciure d'une pissotière dégueulasse dans le sous-sol crasseux d'un pub londonien crasseux. Oh, non, Arthur. Je crois que j'ai ri. Je crois que je n'ai pas pu pleurer. Mon frère. La maison était vide. Ruth faisait des courses. Tony et Odessa étaient à l'école, un jeudi matin. Mon frère. Sais-tu, ami, comment un frère aime son frère ? Sais-tu l'extraordinaire, le péremptoire face à face avec la vérité que recèle ce simple mot ? Simple mot. Oui, non. Tout devient irréfutable, indéchiffrable, devant un événement encore plus inimaginable que sa propre mort. C'est votre propre mort qui prend place bien au-delà des confins de votre propre imagination. Ou en tout cas, bien au-delà des confins de mon imagination. Et sais-tu combien mon frère m'aimait ? Comme il m'aimait, et sais-tu que je ne le savais pas ? N'osais pas le savoir ? Le sais-tu, toi ? Non. Non. Je regardais, et je regardais, et je regardais le téléphone. Je regardais le téléphone, et je regardais le téléphone. Le téléphone demeura silencieux. Bon lecteur. Hein. Excellent. Il s'appelle Gaël Camilindi. Oui, moi aussi, j'ai été complètement fasciné par cette lecture-là, le sens du silence. Et j'ai été fasciné par la traduction, parce que c'est évidemment une traduction, là. Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé ça
bien écrit, ma foi. Je ne lis pas assez l'anglais pour lire en anglais dans le texte, mais là, j'ai trouvé que la traduction était très bonne. Alors donc, revenons-en à cet Arthur. Monsieur Hall, lui, il va raconter 30 ans plus tard, 30 ans après la mort de son frère, qui d'ailleurs meurt à 39 ans. Arthur meurt à 39 ans, et comme on le dit dans l'extrait, dans un pub londonien crasseux, parce qu'à ce moment-là, il avait des problèmes avec l'alcool et la drogue, donc il meurt à 39 ans dans un pub de Londres. Mais notre ami Hall donc, va raconter ce que sont devenus les trois membres du quartet, les trois autres membres du quartet. Donc Julia, bien sûr, Julia va vivre des aventures, Jimmy, son petit frère aussi, et Hall lui-même, donc il revient de la guerre. Mais vous avez entendu dans l'extrait, peut-être, il parle de Tony, Odessa et Ruth. Eh bien, à ce moment-là, il est déjà marié, notre ami Hall, et sa femme s'appelle Ruth, et leurs deux enfants sont Tony et Odessa. Odessa, je souligne, hein, c'est le prénom de sa fille. Donc, il va raconter, et il se demande surtout, mais pourquoi ça s'est mal passé après? Pourquoi la Julia, qui était une évangéliste prodige, très jeune, je l'ai dit, elle enflammait les foules, mais pourquoi du jour au lendemain, elle arrête de prêcher? Pourquoi le quartet, et dans le roman, on dit aussi quatuor, hein? Pourquoi le quatuor s'est dispersé? Et surtout, et pour Hall, c'est la grande question, pourquoi Arthur n'a pas réussi à être heureux? Arthur, il faut le préciser, était homosexuel, comme l'écrivain d'ailleurs. C'est important de le souligner parce que dans la vie de M. Baldwin, ça a beaucoup compté. Il était noir et homosexuel, c'était beaucoup pour les Blancs américains. Là, j'allais le dire, oui. Donc, Arthur était homosexuel et... qu'est-ce que je racontais donc? C'est ça, donc sa fin est très triste. Mais pourquoi il n'est jamais arrivé à être heureux? Et pourtant, il était talentueux. Il aimait chanter, il se promenait, il est même dans le roman, il vient d'ailleurs au Canada, il va en Europe, donc tout va bien. Il a des impresarios, ça va bien. Mais il y a une fêlure quelque part qui va l'amener à sombrer littéralement dans l'alcool et la drogue. Alors, c'est les questions que Hall se pose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que chacun a connu une vie aussi difficile alors que ça commençait bien? Ces quatre-là s'entendaient comme larrons en foie. D'ailleurs, il y a de très belles scènes où on les voit tous les quatre, où on les retrouve tous les quatre. Et quand je parlais de l'homosexualité d'Arthur, je souligne tout de suite qu'il y a bien sûr, il y a de la violence. On pense, il y a une scène aux États-Unis, dans le Sud en particulier, où c'est dur. Mais lorsqu'il y a de la violence ou de l'érotisme, c'est toujours en quelque sorte tempéré par la tendresse et l'humour de Baldwin. Par la tendresse et l'humour, par exemple. Il y a une scène d'amour entre Arthur et son amant du moment, mais qui est d'une beauté incroyable. J'ai rarement lu ça dans un roman, une scène d'amour homosexuel aussi bien décrite. Il y a une tendresse là-dedans que j'ai, encore une fois, rarement lu dans un roman. Et bien, tout ça pour dire que cette violence qui aurait... Bien sûr, Baldwin aurait pu mettre de la violence à pleine page. Dieu sait que c'était pas facile dans les années 50 aux États-Unis pour les Noirs. Même s'il vivait à Harlem, il se déplaçait. Arthur allait chanter dans le Sud. Et c'était pas facile avec le Ku Klux Klan, etc. Mais donc, les scènes d'amour sont vraiment très belles. Et dans la préface, d'ailleurs, c'est Mabankou qui écrit que, et je suis d'accord avec lui, que c'est l'un des plus beaux chants de fraternité. Et je crois que le mot fraternité est très juste. Vous avez là un quartet, un quatuor d'amis. Pourquoi quatuor revient d'ailleurs? C'est parce que Arthur fait partie d'un quatuor de chanteurs, tout simplement. Les deux mots reviennent alternativement. Donc vous avez là un des plus beaux chants, selon Mabankou, un des plus beaux chants de fraternité et d'amour. Et le livre est divisé en cinq livres, et au début du 5e livre, Hall dit « Vous pouvez deviner ma terreur à l'idée d'aborder la fin de mon histoire. Je ne sais pas. Je me suis souvent demandé pourquoi je l'avais commencé, mais je sais pourquoi. » Et là, il ajoute « C'est un chant d'amour à mon frère. C'est une tentative de faire face à l'amour et à la mort. » Mais on pourrait dire, mais c'est ça finalement ce roman, cette énorme brique de 700 pages, c'est ça. Il y a un amour qui irradie ce livre, malgré la violence, malgré certaines scènes où c'est très cru, le vocabulaire est très cru, certaines scènes un peu dures. Il y a un amour qui irradie et on se dit, mon Dieu, on aurait aimé garder ces personnages avec nous, on aurait aimé qu'ils vivent encore, que ça continue finalement, tellement ces personnages nous sont très, très, très bien rendus. Bon, alors vous me confirmez que, parce que, bon, écoutez, les éloges, il a plu des éloges sur ce livre absolument partout.
tous les journalistes, tous les critiques. Comment? Il faut être patient, Clotilde, encore une fois, parce que, évidemment, moi, je l'ai écouté, et comme je l'ai souvent dit à ce micro, quand on écoute un livre sans pouvoir tourner les pages, et là, il faut porter attention, parce que, comme la mort d'Arthur, elle est citée dès le début, mais elle revient à la fin. Il y a plein d'événements comme ça qui se promènent dans le temps. Alors, il faut vraiment être patient, être attentif, il faut écouter attentivement, et là, on profite doublement de cette belle histoire. L'histoire s'appelle Harlem Quartet, celle dont vient de nous parler l'ami Gérald Cousineau. C'est de James Baldwin. Moi, la version dont je vous ai fait entendre un extrait a été éditée par Audiolib en France, lue par Gaël Camilindi. Cher Gérald, on va prendre quelques bonnes semaines de vacances et puis on se retrouve au mois d'août, début septembre. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette chronique sur ce livre dont j'avais très hâte que vous me parliez. Bon été et bonne lecture, évidemment, on n'arrêtera pas. Non, mais on va peut-être troquer ça un peu pour les pinceaux, quoique. Pinceau et casque dans les oreilles, ça va bien aussi. Hein. C'est vrai. Ça peint bien aussi. Ah oui. Allez, je vous embrasse. Bon été. Merci Gérald. Bye. Bye. La prochaine rubrique, c'est comment vous ne l'avez pas encore lu. Je parle de L'Amie prodigieuse, les 4 livres. D'ailleurs, j'avais dû rater quelque chose parce que je m'étais arrêté à 3, moi. Mais il y en a 4. Il y en a 4 tomes d'Elena Ferrante. Il y a une version, les 4 livres d'ailleurs sont sortis. Là encore, ça a été fait par Audiolib dans mes souvenirs. C'est Marina Moncade qui est la lectrice, entre autres, de L'Amie prodigieuse numéro 1. J'espère qu'on n'a pas changé de narratrice au fil des tomes qui se sont succédés. Alors, L'Amie prodigieuse, écoutez, voilà, c'est une amitié entre 2 femmes dont il est question. Il y a dans le résumé d'ailleurs quelques mots d'Elena, une des 2 amies de Naples, et ces mots sont les suivants: je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence, c'était la vie. Un point, c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Alors, ces 2 femmes vivent dans un quartier pauvre de Naples. Nous sommes à la fin des années 50. Elles sont toutes les 2 douées pour les études, mais mettons qu'elles n'auront pas toutes les 2 le même avenir. Lila, entre autres, abandonne l'école pour travailler dans la cordonnerie de son père. D'ailleurs, le soulier, la façon de faire les chaussures, le métier de la cordonnerie, moi, c'est une des choses que j'ai le plus appréciées dans ce livre-là, qui, sinon, personnellement, je vous le dis, ne m'a pas transcendé du tout, mais il y a tellement de gens qui l'ont aimé que, d'ailleurs, à chaque fois que je le dis, on me dit « Comment tu n'as pas aimé L'Amie prodigieuse ?» Mais comment est-ce possible? C'est pas que j'ai pas aimé, le livre m'est tombé des mains. Voilà. Bon, ce sont les choses qui arrivent, mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de Marina Moncade, la lectrice de L'Amie prodigieuse numéro 1 d'Elena Ferrante, dont je vous fais entendre tout de suite un extrait. Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles. Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère ni indignée, juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée, moitié en dialecte et moitié en italien. Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué, que sa mère était en vadrouille quelque part dans Naples, comme d'habitude. Même la nuit? Tu sais comment elle est. D'accord, mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal? Ben oui. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. C'est encore pire. Elle n'a jamais sommeil, elle va et vient, elle fait tout ce qui lui passe par la tête. Il avait quand même fini par s'inquiéter. Il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police.
Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils. Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'ai imaginé avec quelle diligence il avait dû faire ses recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle, et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne. « Elle ne serait pas chez toi ?» m'a-t-il soudain demandé. Sa mère, ici à Turin. Il connaissait bien la situation et ne parlait que pour parler. Lui, oui, c'était un voyageur, et il était venu chez moi une dizaine de fois, sans y être invité d'ailleurs. Sa mère, qu'au contraire j'aurais accueillie avec plaisir, n'était jamais sortie de Naples de toute sa vie. Je lui ai répondu « Elle n'est pas chez moi, non. »« Tu es sûr ?»« Rino, s'il te plaît, je te dis qu'elle n'est pas là. »« Mais alors elle est où ?» Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir, avec des sanglots qui commençaient par être feints avant de devenir réels. Quand il a terminé, je lui ai conseillé. « S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait pour une fois. Ne la cherche pas. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as entendu. C'est inutile. Apprends à vivre tout seul. Et ce n'est pas la peine de me chercher non plus. » J'ai raccroché. Cette fois, c'est moi qui ai téléphoné à Rino, même si je l'ai fait à contre-cœur. Il ne répondait ni sur son fixe ni sur son portable. Il m'a rappelé dans la soirée, à sa convenance. Il parlait avec une voix qui essayait d'apitoyer. « J'ai vu que tu as appelé. Tu as des nouvelles ? » ?»« Non. Et toi ? » ?»« Aucune. » Il m'a tenu des propos désordonnés. Il voulait aller à la télé, à l'émission qui s'occupe des personnes disparues. Il lançait un appel, demandait pardon à sa mère pour tout et la suppliait de rentrer. Je l'ai écouté patiemment et puis lui ai demandé « Tu as regardé dans son armoire ? » ?»« Pourquoi faire ? » Naturellement, il ne lui était jamais venu à l'esprit de faire ce qui était le plus évident. « Va voir. » Il y est allé et s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, même pas un vêtement de sa mère, d'été ou d'hiver, seulement de vieux cintres. Je l'ai envoyé fouiller la maison. Ses chaussures avaient disparu. Ses quelques livres aussi. Disparu toutes les photos. Disparu les films. Disparu son ordinateur, même les vieilles disquettes qu'on utilisait autrefois. Tout. La moindre trace de ses activités de fée de l'électronique. Elle qui avait fait ses premières armes avec les ordinateurs dès la fin des années 70, à l'époque des fiches perforées. Rino était stupéfait. Je lui ai proposé « Prends tout le temps que tu veux, et ensuite appelle-moi pour me dire si tu as trouvé ne serait-ce qu'une épingle qui lui appartienne. » Il m'a rappelé le lendemain, très agité. « Il n'y a rien. » « Rien du tout ? » ?»« Non. » Elle a découpé son image sur toutes les photos où nous étions ensemble, même celles de quand j'étais petit. « Tu as bien regardé ? » ?»« Partout. Même à la cave. Partout, je t'ai dit. Même la boîte qui contenait ses papiers officiels a disparu. Les trucs comme les vieux extraits de naissance, les abonnements téléphoniques ou récépissés de paiement. Lila va trop loin, comme d'habitude, ai-je pensé. Elle élargissait outre mesure le concept de trace. Non seulement elle voulait disparaître elle-même, maintenant, à 66 ans, mais elle voulait aussi effacer toute la vie qu'elle laissait derrière elle. Je me suis sentie pleine de colère. Voyons qui l'emporte cette fois, me suis-je dit. J'ai allumé mon ordinateur et ai commencé à écrire notre histoire dans ses moindres détails. Tout ce qui me restait en mémoire. J'ai oublié de vous dire que ce que vous avez entendu, c'était le prologue, évidemment. C'est ce qui va nous conduire à cette histoire d'amitié écrite par Elena, une histoire qui va se prolonger sur une vie et en 4 tomes. On va finir cela avec un roman d'été qui nous emporte sur la côte basque avec Phoebe, Lena, les 2 adolescentes, leurs parents, une famille au bord de l'implosion.
Léna ouvre sa portière avant même que nous soyons complètement à l'arrêt. L'odeur de l'océan me frappe alors de plein fouet. En une seconde, l'habitacle s'en trouve envahi. Les souvenirs que je garde de mes 19 étés passés ici défilent sous mes paupières à la vitesse de l'éclair. Les fous rires sur la plage, le sel sur ma peau, le ciel rose au-dessus de l'océan, le parfum des glaces sur mes lèvres, l'odeur de monoï qui flotte dans l'air, le reflet du soleil sur les plages cornées de romans que je dévore en quelques heures. Ma Madeleine de Proust à moi. J'en ai le vertige. Léna fait quelques pas sur le rebord de la route, la tête rejetée en arrière, ses longs cheveux balayés de mèches blondes flottant dans l'air, ses yeux fermés. Puis elle se penche dans l'habitacle et me demande « Tu viens ?» Pour une fois, son expression est ouverte, presque douce. Une main tendue dans ma direction. Mon ventre se tord sur lui-même. Je me vois la saisir, sortir de la voiture et la suivre. Je m'imagine le vent effleurer ma peau, mes cheveux qui volaîtraient autour de moi. Je sais que le sable serait chaud sous mes pieds, et l'eau toujours un peu trop froide, la première fois. Je sais que le sel brûlerait mes yeux et ma peau irritée. Je sais que, la tête sous l'eau, je laisserais le monde s'effacer autour de moi, que je resterais sous la surface jusqu'à ne plus avoir de souffle. L'image est si claire, le souvenir si vif, qu'il me tranche presque, que je crois un instant être sortie de la voiture. Mais non, je n'ai pas bougé. Mon corps pèse 1 tonne et je suis vissée sur ce siège, coincée dans cette voiture. Tout en moi crie de rejoindre Léna, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive plus à redevenir cette fille-là, celle qui se débarrassait du reste, de Paris, de la pression, pour quelques semaines. Mes épaules s'affaissent et je me tasse sur moi-même, vaincue. Ma sœur me contemple un moment, puis finit par secouer la tête, déçue de voir que même ici, je ne suis plus capable de faire ça. Sortir d'une voiture et respirer. Vivre sans ce poids qui rend mes pas si lourds. Je me demande où est passée cette phibie-là. La portière claque. Léna passe devant nous et traverse la route sans regarder. Nous la suivons des yeux alors qu'elle s'avance vers les rochers, saute sur l'un d'eux et écarte les bras face à la mer. Ses cheveux blondis par un balayage ondulent autour d'elle comme des brins de blé agités par le vent. « Tu ne veux pas la rejoindre ?» me demande papa en désignant ma sœur et l'océan devant elle. Vouloir n'est pas le problème. J'en crève d'envie. Le souci, c'est que je ne peux pas. Il y a comme un voile qui s'est glissé entre le monde et moi, que je n'arrive pas à traverser. Je suis coincée du mauvais côté, désormais. Alors je secoue la tête, et papa redémarre. « Et Léna ?» s'inquiète maman. « Elle rentrera à pied, on est juste à côté de la maison. » Maman opine du chef, couvant sa seconde fille d'un regard soucieux, comme si elle risquait de glisser des rochers et de se rompre le cou. « Ça va aller, chérie, elle est grande », lui répète papa d'un ton confiant, comme il le fait souvent. « Tu penses qu'on aurait dû la déposer chez son amie ? Si elle veut y aller, elle trouvera bien quelqu'un pour lui servir de chauffeur. Tu la connais. Elle va encore rentrer à pas d'heure. C'est de son âge. Phoebe n'était pas comme ça. Elles sont différentes. Opposées, même. Maman soupire, puis tend la main entre les sièges et me presse le genou. Quand je croise son regard, elle a l'air sincèrement fatiguée. Une part de moi la comprend et ressent de la peine pour elle. Il n'est pas rare que je la surprenne avec des yeux rougis après ses disputes avec Léna. Elle en souffre. Et d'un autre côté, leur relation me donne envie de hurler aussi fort qu'elles deux. Comment s'étonner de l'incendie après avoir jeté l'essence au cœur du brasier ? « Heureusement que t'es là, mon ange », me dit-elle finalement. Comme je ne sais pas quoi lui répondre, je me contente de plaquer un sourire sur mes lèvres, jusqu'à me fendre le visage en 2. Il est faux, mais elle ne le remarque pas. Elle ne semble jamais le faire, de toute manière. Un étau se resserre sur ma poitrine, alors que les rues deviennent de plus en plus familières. J'essaie de toutes mes forces de disparaître, en vain. J'ai envie de demander à papa de s'arrêter, de faire demi-tour et de rentrer à Paris, parce que je sens la bile envahir mes lèvres. Je ferme les yeux, respire et attends que la vague passe.
elle passe toujours. Ça s'appelle « Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été ». C'est écrit par Clara Hérault. C'est lu, le livre, c'est la narratrice, par Violette Erhardt, ou Erhardt, E-R-H-A-R-T, et Natalia Puzjo. Donc je pense que les deux sœurs ont chacune leur voix. Dans ce livre, ma foi, fort bien écrit, c'est vendu comme un roman jeune adulte. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, la jeune adulte que je suis, à écouter ce bouquin-là. J'espère que l'extrait vous aura envie de l'écouter en entier, sur une plage, ou même si c'est pas sur une plage. Hein. S'en fout. Voilà mes amis, ainsi s'achève cette émission, mais aussi la saison 23-24 de Des livres plein les oreilles, animée, réalisée pour vous par Clotilde Sey, appuyée par Mathieu Tessier. Merci d'être là et vive le livre audio. Bon été.